Allons-y, si vous voulez. Très bien. Bonjour à toutes et à tous ceux qui nous ont rejoints sur cette visio ou sur webconférence pour avoir une présentation générale des travaux que les 37 communes de la communauté de communes du Sud Gironde ont réalisés depuis 2017 sur le plan local d'urbanisme intercommunal. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça répond aux exigences de la loi et à un certain nombre de critères et de contraintes qui vous seront expliquées dans quelques instants. Et donc, ce travail de longue haleine touche à sa fin dans sa partie étude, qui sera clôturée par ce qu'on appelle l'arrêt du PLUI en conseil communautaire dans le cours du deuxième trimestre. Et s'en suivra une période dite d'études avec les personnes publiques associées, la population, à travers les enquêtes publiques, etc., qui devrait nous amener au premier trimestre 2022 à une approbation du plan local d'urbanisme intercommunal. Jusqu'à cette date, je le dis parce que la question est souvent posée, jusqu'à la date d'approbation, les documents des communes existants aujourd'hui restent valables. Voilà, je passe la parole à Monsieur Pierre Albert de Citadia. Est-ce que Citadia est revenu, est revenu en ligne? On a la connexion qui s'est coupée à la CDC, donc on travaille avec le partage de connexion du téléphone. Mais bon, ça fonctionne. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons ce soir présenter un petit support par rapport à juste avant l'arrêt du document PLUI du Sud Gironde. Donc, je vais dérouler la présentation et je vous propose à la suite de cette présentation de vous écouter et de répondre à vos questionnements. Donc, l'élaboration du PLUI. Avant tout, il est important d'évoquer ce qu'est un PLUI. Un PLUI, c'est avant tout un projet de territoire. C'est bien sûr un document d'urbanisme, mais c'est plus un projet de territoire en matière d'aménagement et de développement durable du territoire. Et c'est un projet à 10 ans. Chose qu'il faut savoir aussi, c'est un projet qui peut évoluer, donc qui peut faire l'objet d'évolution en fonction de projets, nouveaux projets, et ou des volontés politiques des élus, bien évidemment. C'est un projet solidaire aussi, qui permet d'avoir de la cohérence du développement de chaque commune. Donc, on dit bien chaque commune parce que toutes les communes de Sud-Gironde ont participé à l'élaboration de documents. Et donc, c'est bien un aller-retour entre communes et intercommunalités. Et in fine, c'est la recherche de cohérence entre ces communes. C'est aussi la complémentarité dans la réponse aux besoins de l'ensemble de la population. C'est à l'aide de ce document, c'est aussi répondre pour les communes qui n'ont pas certains services de pouvoir travailler avec d'autres communes et l'idée d'interdépendance, de connexion avec des pôles. C'est aussi la mutualisation des moyens et des compétences pour avancer et réfléchir ensemble. Enfin, c'est un projet réglementaire. C'est un projet, bien sûr, de réglementation du droit des sols où chaque parcelle publique ou privée des 37 communes de la communauté de communes auront un droit des sols et une affectation. Et enfin, c'est un document qui remplacera à terme, donc une fois qu'il sera approuvé, l'ensemble des documents communaux en vigueur. Donc, c'est le PLUI qui sera le document d'urbanisme des 37 communes. Et enfin, c'est un document qui sera une référence pour l'instruction des autorisations d'urbanisme, à la fois pour vous, les citoyens, donc par le biais de choix politiques forts qui ont été faits sur des nouveaux outils pédagogiques que je vous les présenterai après, mais aussi c'est un outil qui a été travaillé avec les services d'instruction de la communauté de communes afin de faciliter cette tâche. Donc, c'est bien un document, le PLUI, le territoire du PLUI, c'est l'ensemble des 37 communes de la communauté de communes du Sud-Gironde, 830 km², 40 000 habitants, avec donc un territoire vaste, aux communes différentes, aux tailles différentes. Enfin, un PLUI, il se compose de plusieurs étapes. Donc, 4 grandes étapes. La première étape a été le diagnostic du territoire. On s'est attaché avec les élus à comprendre quel était ce territoire, qu'est-ce qui s'y passait en termes d'habitat,
d'aménagement, de déplacement, d'économie, de commerce, d'environnement. Une fois que ce constat, ces enjeux, ce travail de diagnostic a été fait, on est passé sur la phase PADD. Alors, qu'est-ce que c'est ce PADD, ce projet d'aménagement et développement du territoire? C'est le projet politique du territoire. On s'est intéressé à définir une stratégie et des objectifs de développement pour le territoire. Qu'est-ce qu'on veut pour ce territoire à 10 ans? Que veut-on mettre en place sur les différentes thématiques? Une fois ce projet débattu en conseil communautaire, il était temps de passer à la phase réglementaire, la traduction réglementaire. Et là, l'objet, c'est définir des règles communes aux 37 communes applicables aux autorisations de construction en fonction des types de zones. Zones urbaines, naturelles, agricoles ou à urbaniser pour les zones futures. Et enfin, aujourd'hui, on est à la fin de cette troisième phase. On passe à la phase de validation. Donc, le document, comme l'a dit le vice-président, sera arrêté dans les prochaines semaines. Une fois ce document arrêté, il va être à la consultation des communes, mais aussi des personnes publiques associées. Alors, qu'est-ce que c'est les personnes publiques associées? C'est tous les acteurs de l'aménagement du territoire qui interviennent sur ce territoire. Alors, on peut citer bien sûr la Chambre d'agriculture, la Chambre de commerce, la Chambre des métiers, la DDTM, l'ex-DDE, le conseil départemental, le conseil régional, les syndicats viticoles. Ils vont devoir donner un avis sur ce document en fonction de leur thématique. Ensuite, à cette consultation, il y aura aussi une enquête publique, où là, vous, les citoyens, vous aurez à même aussi à donner votre avis sur le document. Une fois ces consultations réalisées, les élus travailleront ensemble pour savoir quelles modifications éventuelles faire au document avant de l'approuver définitivement et que ce document rentre en exécution sur l'ensemble des 37 communes du territoire. Ce projet politique dit PADD, c'est la clé de voûte du PLUI. Il est vraiment un cadre visant à répondre aux besoins exprimés dans le diagnostic. Donc, par le biais du diagnostic, on a cherché, on a vu qu'il y avait des enjeux sur le territoire et l'objectif avec ce projet, c'est répondre à ces enjeux. C'est un document d'orientation stratégique qui va définir les choix de la collectivité en matière d'urbanisme, d'aménagement et de protection de l'environnement. Vous voyez, dans l'objet de ce projet PADD, on a parlé aussi bien de mobilité, de climat, de développement économique, de paysage, de continuité écologique, de commerce, d'agriculture, d'équipement, d'habitat, de forme urbaine. Et aussi, on a évoqué des objectifs chiffrés, la question de la modération de la consommation d'espace. La loi, depuis plusieurs années, vise à limiter et à lutter contre l'étalement urbain. Et il nous a été demandé de travailler à partir déjà sur la partie diagnostic, d'avoir un chiffre, de connaître quelle a été la consommation d'espace ces 10 dernières années, consommation d'espace agricole, naturel et forestier sur le territoire. Qu'est-ce qu'on entend par consommation? C'est tout ce qui a été des espaces agricoles, naturels ou forestiers qui sont devenus soit de l'habitat, soit de l'économie, soit des équipements. Et donc, on le montrera plus tard, on a ce chiffre. Et l'objectif de la loi, c'est de dire, les élus, il va falloir dans votre projet vous engager à continuer, bien sûr, tout en continuant à se développer, à moins consommer d'espace. Ce PADD est organisé en 3 grands axes. Le premier axe, c'est garantir un cadre de vie de qualité. Ce cadre de vie de qualité, c'est une force du territoire. On vient sur ce territoire aussi parce qu'on a un cadre de vie de qualité, on y vit bien. C'est aussi un deuxième axe qui est d'accompagner le développement de l'économie locale. L'objectif, c'est bien sûr de vivre, mais aussi de pouvoir travailler sur ce territoire. Et pour cela, il faut continuer, il faut développer cette économie locale du territoire. Et local, c'est toutes les économies du territoire, c'est sur l'ensemble du territoire. Et ce n'est pas simplement sur le pôle urbain. Et enfin, le troisième axe, il vise à protéger les ressources naturelles, qui est un vecteur d'un cadre de vie de qualité et qui est aussi support d'une valorisation touristique du territoire, qui peut être moteur aussi pour l'économie de tout le territoire. Quels ont été les grands principes de la traduction réglementaire? Donc, la traduction réglementaire, qui est la troisième étape de ce PLUI, suite au projet, se base sur plusieurs outils réglementaires. Le premier, c'est le règlement graphique. Celui-là, vous le connaissez, c'est la carte où chaque parcelle est représentée et en fonction de la parcelle, une destination lui est donnée, soit agricole, soit naturelle, soit à urbaniser, pour l'urbanisation future, soit urbanisée. Ensuite, il y a un règlement écrit qui permet de savoir ce qu'on a droit de faire dans ces parcelles. Si je suis une parcelle urbanisée et sur cette zone, j'aurai droit à faire ceci. Et en complément, il y a aussi l'identification de secteurs en jeu qui font l'objet, eux, d'orientation et d'aménagement et de programmation.
Qu'est-ce que c'est ces orientations d'aménagement et programmation, OAP? En fait, c'est les urbanisations futures, donc majoritairement, et aussi les plus gros secteurs de développement dans les zones urbaines, donc plus de 2 hectares, on y reviendra. Ils ont fait l'objet d'un schéma d'aménagement, d'un principe d'aménagement, pardon, et ce principe d'aménagement devra être suivi par la suite lorsque ce secteur sera développé. On va y revenir. Donc, de manière schématique, voilà à quoi ressemble un plan de zonage, avec un secteur U qui est la zone urbaine. C'est les zones déjà construites pour de l'habitat, des équipements publics, des activités économiques et où les nouvelles constructions sont autorisées en fonction de leur destination. Ensuite, on a des zones à urbaniser, dites AU, donc qui sont au sein ou en continuité des zones habitées et qui sont destinées à être aménagées dans un futur plus ou moins proche. Enfin, on a des zones agricoles et des zones naturelles. Donc, les zones agricoles sont dédiées à l'activité agricole, bien sûr, en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Et enfin, des zones N comme naturelles, vouées à être protégées en raison de la qualité des sols, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt écologique. Alors, bien évidemment, en fonction de si on se situe en zone U, AU, A ou N, on n'aura pas les mêmes autorisations en termes d'urbanisme. On y reviendra. La chose nouvelle qui a été décidée lorsqu'on en a travaillé sur le règlement, la partie réglementaire, c'est de mettre en place des plans thématiques et un règlement graphique. C'est-à-dire qu'on est parti du constat où il était souvent très dur de lire un règlement qui était fait de nombreuses pages, souvent épais, où on devait se référer à différents articles et se dire, et là le code de l'urbanisme le permet, et les élus ont souhaité le faire, c'est mettre à la place de certains textes des règles graphiques, que je vous ai montré plus tard. Donc en fait, pour chaque parcelle, on va savoir à l'aide d'une carte, une planche thématique, quel élément de patrimoine on peut conserver, quel type de construction est autorisé ou interdit, comment on doit s'implanter la construction sur la parcelle, quelle est la hauteur et quelle emprise pour la construction, etc., etc. Et donc, vous avez ce type de planche, qui est une planche avec celle-là qui donne l'idée de savoir dans quel type de zone on est. Donc, par exemple, en jaune, on est dans un secteur à vocation résidentielle dominante, où on peut faire de l'habitat puis des activités de services de faible importance. Inversement, en orange, on va être dans une mixité des fonctions sommaires où on va pouvoir faire aussi de l'artisanat, de la restauration, des activités de service. Donc, très facilement, on va pouvoir voir à l'aide de ce plan où on se situe dans sa parcelle. Et idem sur la question de l'implantation des constructions par rapport aux voies, sur l'emprise au sol des constructions, sur l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ou sur la hauteur des constructions. On a aussi mobilisé dans la partie réglementaire des outils pour la protection de la trame verte et bleue et du paysage naturel. En effet, dans le cadre d'un PLUI, on est tenu à s'intéresser à la trame verte et bleue, à la définir. C'est quoi la trame verte et bleue, dite TVB pour les initiés? C'est des outils de connaissance sur les continuités écologiques. Donc, si on peut prendre un analogisme, c'est lorsque je vais de Saint-Macaire à Langon, je prends la route la plus courte, sauf que si cette route elle est coupée, je vais être obligé de prendre un détour, aller chercher un autre pont, donc pour sauter la Garonne. Là, c'est la même chose pour tout ce qui va être faune, flore et tout ce qui est milieu aquatique. Pardon. Donc là, on s'est aperçu qu'à des moments, des aménagements venaient à couper tout ce qui va être en fonction de les outils, les connexions environnementales. Et donc, les élus ont fait le choix de proposer des protections en fonction du niveau d'enjeu écologique plus ou moins forte. Et donc, on peut prendre un exemple. Par exemple, lorsqu'on est sur une zone humide, il a été fait le choix que cette zone humide sera inconstructibilité puis interdiction de remblai drainé. Donc, ça fait qu'on a des niveaux de protection et qui ont été mis en place dans le projet. Ensuite, on a des outils de protection des ensembles ou des éléments d'intérêt paysager. On a 3 types d'éléments paysagers qui sont repérés en superposition du zonage et qui sont protégés au titre d'un article du Code de l'urbanisme. Je vous passe le numéro de l'article, 151-19. C'est des ensembles paysagers à protéger pour le caractère remarquable, que ça soit des panoramas, des fonds de vallée, des sites inscrits classés, des proximités des sites architecturaux, ou des arbres isolés, des aliments d'arbres et des haies, ou des bosquets, boisements. Et tout ça, une nouvelle fois, c'est repéré dans une carte qu'on a sur l'ensemble des communes et qui permet de savoir rapidement quels sont les éléments remarquables, les éléments du patrimoine naturel, les éléments du patrimoine bâti que l'on a. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des orientations d'aménagement et de programmation. Alors, il y en a 2 types d'orientation des OAP.
On dit OAP pour orientation d'aménagement et programmation. Il y en a deux types. Avant tout, quand même, c'est important de savoir que ces OAP, c'est la façon dont expose la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des secteurs où une approche d'ensemble est demandée. Elles peuvent concerner aussi bien des zones bâties ou non. Et c'est le choix qui a été fait. C'est-à-dire qu'au moment, un choix fort a été fait par la collectivité, c'est se dire que certes, les secteurs non bâtis en extension, donc les nouvelles zones à urbaniser, là, la loi rend obligatoire l'OAP. Donc logiquement, les OAP sont faites. Le projet politique a été aussi de se dire que pour les secteurs de construction de plus de 2 hectares libres dans les espaces urbanisés, donc dans les espaces déjà urbanisés, au cœur des cœurs d'espaces libres, une OAP sera faite. Donc, ce qui permet de structurer, de réfléchir à un programme d'ensemble, un projet d'ensemble, sur ces secteurs-là. Donc, vous voyez, on a un schéma de principe, des informations, sachant qu'on y reviendra, on est sur un principe de compatibilité, c'est-à-dire que ce n'est pas de la conformité, on n'est pas là pour faire exactement, là vous avez des images de traits, ces traits, ils peuvent être plus à l'est, plus à l'ouest, et si le projet le veut comme ça, c'est possible, sachant qu'on est dans la compatibilité. Ce qui ne serait pas impossible, c'est qu'il n'y ait aucune de ces cheminements. Ensuite, qu'est-ce qui se passe sur un secteur de l'OAP si on est propriétaire? Premièrement, vous n'avez pas l'obligation que votre terrain soit bâti. Vous avez le droit de le conserver en l'état. Vous pouvez également, bien sûr, construire, mais pour cela, il faut déposer un permis d'aménager. Pourquoi un permis d'aménager? Parce qu'on est dans un projet d'ensemble. Donc, il n'est pas possible, par exemple, si on a un secteur où vous êtes l'unique propriétaire foncier, il y a 4 logements qui doivent être construits, il n'est pas possible de faire 4 permis indépendants. Il faut faire un permis d'aménager et dans un second temps, un permis de construire. Bien évidemment, les services de la communauté de communes sont là pour vous accompagner si c'était le cas. Ensuite, sur des secteurs plus importants, où on est sur plusieurs dizaines de maisons, il est possible de faire plusieurs permis d'aménager et donc de faire des opérations dans le temps. Il y a aussi, bien sûr, la possibilité que des aménageurs portent l'opération pour vous. Donc, ces principes sont importants. Ce que vous ne pouvez pas faire sur un secteur d'OAP, c'est de ne pas construire ou aménager sur la base du projet. Vous ne pouvez pas être à l'opposé du projet. Vous devez être dans l'esprit du projet. Et enfin, si vous êtes un riverain d'un site concerné, ça ne veut pas dire parce qu'il y a une OAP que le secteur va se construire de suite. Il y a, en fonction de lieu, en fonction du niveau, en fonction de la pression foncière, les secteurs d'OAP vont se construire plus ou moins vite. Ensuite, il faut aussi, ce qui est important, c'est se dire, c'est que dans les secteurs d'OAP, qui sont en extension ou en U, on a bien sûr une réflexion d'ensemble. L'idée, c'était de faire de la couture urbaine. Et donc, il y a des cheminements qui sont pensés pour relier les secteurs aux secteurs déjà existants, mais aussi de travailler les franges par rapport à éventuellement des questions de nuisance. La question des perspectives chiffrées. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on en arrive à voir combien on doit construire de logements sur ce territoire. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est le grand nouveau, et ça va en lien avec la question de la consommation d'espace, c'est que la majorité de la construction se fera dans les enveloppes déjà urbanisées. 53 des logements à produire se feront dans les espaces urbains, soit 53% des 2274 logements à produire. Environ 227 logements par an, même si, bien sûr, c'est à titre d'indicatif. Si une année, il y aura peut-être 500 logements, l'autre année, il n'y en aura pas, ou 400, 100. Donc, 227, c'est pour se donner une idée par an. On a 47 aussi % des logements qui vont se construire en extension urbaine. Donc, c'est dans ces fameuses zones à urbaniser. Et enfin, on a aussi un objectif de logements à reconquérir, des logements vacants, 120 logements à reconquérir sur le territoire. Donc cet objectif peut paraître important, mais c'est aussi un projet des élus de vouloir s'attaquer à la question des logements vacants, des logements insalubres, car si on ne fait rien, à terme, ils vont se multiplier aussi, et c'est aussi, on le sait, le schéma logement vacant, logement insalubre, et ensuite arrêter de payer. Donc il y a un vrai enjeu de travailler aussi sur ces logements vacants. On a aussi travaillé sur une armature urbaine plus proche des réalités locales. Donc,
c'est vrai, comme pour la question des logements, on a un document au-dessus du PLUI, un document d'aménagement qui s'appelle le SCOT. Ce SCOT qui est conçu à l'échelle de 4 intercommunalités du Sud-Gironde, donc la communauté bien sûr du Sud-Gironde, celle du Bas-Adé, celle de la Réole et celle de Confluence, ont travaillé ensemble à un document d'aménagement, un document cadre. Ce document cadre a donné une vision de ce qu'étaient les niveaux, les hiérarchies urbaines du territoire, ce qu'on appelle l'armature urbaine. Cette vision, qui était plus simple, qui était à 4 niveaux, ne correspondait pas à la réalité locale, ou du moins à la vision et à la vision statistique et des élus du territoire, comment se répartissaient les différentes communes du territoire. Bien sûr, si on a le pôle Langon, Toulaine, donc c'est le pôle important, c'est même le plus important du SCOT. Ensuite, on a des communes pôle relais, comme Saint-Macaire, qui est une commune plutôt pôle relais. On a un autre niveau qui est le niveau qui a été introduit au niveau du PLUI, qui est le pôle intermédiaire, qui est au-delà du pôle de proximité, parce que le pôle de proximité, c'est vraiment la commune où on a vraiment le dernier service, donc un boulanger, une petite supérette, etc. Et on a un niveau mais on n'est pas au niveau du pôle relais, où là, on a quand même un niveau important d'habitants et de services et d'équipements. Et donc, il a été dit, entre les deux, il y a ces pôles intermédiaires, et donc, il a été fait le choix de développer un niveau pôle intermédiaire. Et enfin, il y a les communes rurales qui sont les communes où on n'a plus de services, hormis la mairie souvent, et voire une école. À partir de cette armature, on a décliné la population, donc la population sur les pôles relais, les pôles de proximité, les communes rurales, etc. Et on a aussi eu des choix à faire à niveau de densité. Donc, la densité, c'est de savoir combien minimum de logements on va construire par rapport à une surface, une superficie. Et donc, comme vous le voyez, ça a été aussi le moyen de travailler comme ça par polarité, de coller aux réalités, de ne pas dire sur les communes les plus rurales, comme Pompéjac, par exemple, la commune du président, on va avoir la même densité qu'à Saint-Macaire, et que Saint-Macaire a la même densité que Langon. On voit bien qu'il y a des différences et on a pu jouer sur ces différences. Donc, je vous rappelle qu'on a un objectif de réduction de la consommation d'espace. Comme tout, pour connaître l'objectif de réduction, il faut savoir combien on a consommé. Donc, entre 2008 et 2018, il y a 378 hectares qui ont été consommés sur le territoire, 267 pour l'habitat, 111 pour l'économie. Donc, à partir de cela, on s'est donné un objectif de réduction et le SCOT s'inscrit dans cet objectif de réduction avec une consommation qui est prévue à 337,77 hectares sur 10 ans. Ça fait 13,8 hectares par an. Donc, en deçà de ce que nous demande le SCOT, avec 102 hectares pour l'habitat, donc 96 en extension, et 53,95 hectares, précisément, on est précis, sur tout ce qui va être pour l'économie. Donc, cette extension, elle va se faire principalement, et donc cette intensification, elle va se faire beaucoup aussi à l'aide des OAP, des orientations d'aménagement et de programmation habitat. Donc, on a 65 OAP sur le territoire habitat. Donc, comme je vous disais, il y en a 14 qui sont en zone U. C'est tous les secteurs de plus de 2 hectares, donc dans le tissu urbain. Et c'est un choix politique parce que la loi ne l'oblige pas. Et 50 dans zone AU, là, on n'avait pas le choix. La loi impose d'avoir une OAP dès qu'on fait une nouvelle zone AU. Et enfin, on a une zone en 2 AU. Sur le secteur, une zone 2 AU, c'est une zone qui est fermée actuellement. Donc, on ne peut pas, avant de modifier ou réviser le document, donc, de faire évoluer, l'ouvrir. Donc, elle est là, elle est inscrite, c'est pour le futur. Et cette zone 2 AU, c'est le PAPAG, c'est le quartier de la PAPAG, c'est un projet d'aménagement avec une servitude d'utilité publique qui va permettre de geler les constructions sur le secteur du quartier-gare de Langon-Toulaine. Donc, il y a une cartographie précise. Pourquoi ce choix d'utiliser cet outil, donc, qui est une servitude? C'est parce qu'il y a une grosse ambition sur ce quartier et il s'avère que pour le moment, il y a besoin encore d'avoir des études complémentaires pour savoir où on va. Il y a aussi toute la question de l'arrivée du RER terme sur la gare de Langon. Donc, il y a un gros enjeu pour le territoire sur ce quartier Langon-Toulaine de la gare. Et donc, il a été décidé donc, pendant 5 ans, donc c'est le temps de ce PAPAG, de se donner le temps de réfléchir, de monter une opération d'avenir sur une des portes d'entrée et portes de sortie du territoire. In fine, on pourra réaliser 1254 logements dans les OAP, 242 en zone U et 1012 en zone AU. On a aussi, bien sûr, des OAP économiques.
On en a 10. On en a 2 qui sont fermés, donc même système que pour l'habitat. Donc, c'est parce que les réseaux ne sont pas là. Donc, c'est pour le futur et il faudra modifier ou réviser le document pour pouvoir les ouvrir. Et 8 qui sont en zone 1U, donc qui sont ouvertes. Donc, Fargues, une à Fargues, une à Toulaine, Langon, Le Pian et Préchac sont les communes qui ont des zones 1AU. Enfin, on a une OAP tourisme à Austin sur le domaine départemental de 10 hectares. Donc, c'est là toute la réhabilitation et par le biais du département. Donc, on a travaillé en lien avec le département sur le domaine d'Austin. Donc, c'est une OAP tourisme et une OAP sectorielle à Anvers. Tout au long de la démarche, il a été travaillé à une évaluation environnementale. Donc, c'est quoi une évaluation environnementale? C'est que la loi le dit très clairement, vous devez, après le diagnostic qui a montré quel était l'état de l'environnement, vous devez montrer quel va être l'impact de votre projet sur l'environnement. Et l'objectif, c'est que l'impact soit le plus mineur possible. Et donc, au lieu d'attendre la fin du travail et de voir si les projets choisis avaient un impact fort sur l'environnement, il a été choisi de travailler par les élus sur l'idée d'un cadrage préalable. Donc, les équipes techniques, nos équipes techniques d'environnementalistes ont créé, en utilisant des cartographies, en hiérarchisant la biodiversité, les risques, les paysages et l'eau, ils ont créé sur tout le territoire une carte d'enjeux forts, moyens et ou on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas d'enjeu, mais un jeu moindre, on va dire. Et donc, pour voir un peu zoomer ce que ça peut donner, eh bien, on a pu, en amont du travail sur les projets, montrer aux élus, là, on est sur des enjeux forts, il faut maximum essayer d'inviter, etc. Ce qui permet, en amont, de donner l'importance à cette évaluation environnementale, de donner une importance forte dans les choix des secteurs, sachant qu'il reste toujours, bien sûr, des arbitrages politiques faits. On a tout cela mené avec un niveau de scoring, etc. Donc, plus le score est haut, plus les enjeux sont forts. Et donc, on a pu travailler avec les élus et revenir faire des travaux itératifs sur les secteurs et montrer que secteur d'enjeux ou de développement avait des enjeux forts. Et en fonction de la volonté ou pas, ou la possibilité ou pas de changer de secteur, on a été amené à retravailler des secteurs, à minorer certains espaces, en retravaillant leur dessin. Et là, je donne un exemple sur la réduction des impacts d'un projet sur une OAP économique sur la commune de Toulaine, où là, au nord de la commune, on a une zone qui est inondable. Donc, et la volonté, ça a été de la sortir, alors qu'on aurait pu la laisser dans l'OAP en mettant des prescriptions spécifiques. Non, là, on a choisi délibérément de la sortir parce qu'on est sur un secteur enjeu environnemental fort. Sur votre secteur, qu'est-ce qui va se passer? Bon, déjà, le bassin de proximité de Saint-Macaire, c'est 9 communes. Un pôle relais, 2 pôles intermédiaires, 3 pôles de proximité, 2 communes rurales dans la hiérarchie du SCOT, de l'armature urbaine. Sur ce secteur-là, on va construire 337 logements environ. Alors, ça fait 19% à peu près des logements à produire sur la communauté de communes. Donc, c'est le deuxième secteur après le secteur du Langonnet où on va produire le plus de logements. C'est environ 34 logements par an. Il y en aura 92 qui vont se faire en extension urbaine, 20 qui vont se faire, donc il y aura un objectif de 20 de logements vacants à reconquérir, et 225 logements qui se feront, eux, dans les enveloppes urbaines. On a aussi des OAP Habitat. Ces OAP Habitat, c'est 13 orientations d'aménagement et programmation sur votre secteur, 4 qui vont être en zone EU, donc les secteurs déjà urbanisés de plus de 2 hectares, où il reste des espaces libres de plus de 2 hectares, et 9 en zone 2AU, pour un total de 156 logements, donc 91 en extension. Et donc, vous avez une petite vignette qui vous indique, vous voyez, comme vous pouvez le voir, il y a certaines communes qui n'auront pas, et c'est un choix aussi des communes, de ne pas avoir d'OAP. On a aussi 3 OAP économiques, toutes les 3 sur la commune du Pian-sur-Garonne. Donc, on a repris des secteurs économiques qui existaient dans le PLU de la commune du Pian et qui n'avaient pas encore fait l'objet d'aménagement. Et donc, c'était fort logiquement qu'ils ont été repris dans le cadre du PLU. Oui. Ensuite, il faut évoquer ce qui se passe dans les zones A et N. Par principe, l'évolution de l'urbanisation dans ces zones, elle est dérogatoire. La loi est très claire. Les zones A et N ne sont pas faites pour construire. Bien sûr, on sort un peu de ce champ
tout ce qui va être construction pour l'agriculture, hein, pour le développement et de l'économie agricole, même s'il y a des règlements, on ne peut pas faire n'importe quoi. On a un premier outil qu'on a utilisé, c'est le STECAL. Le STECAL qui est le secteur de taille et de capacité limitée. Ils ont été travaillés avec les élus, notamment, et ça permet au sein des zones A et N certaines constructions d'installations de manière dérogatoire. Alors, bien sûr, il faut avoir un projet. On ne peut pas faire un STECAL pour une porte comme une porte pour la soie. Il faut avoir un projet soit parce qu'on a une entreprise économique qui veut se développer, ça peut être sur du tourisme, etc. Donc, vous voyez, on a des pastilles et donc on a travaillé très finement et il faut que ce soit justifié aussi par le projet. Donc, sur le territoire, il y en a 8 sur le bassin de proximité. Donc, comme vous voyez, c'est quand même un outil qui peut s'utiliser, mais de manière très dérogatoire. On a aussi un autre outil qui est les changements de destination. Donc, pour des bâtiments susceptibles de changer de destination, c'est-à-dire c'est des bâtiments qui sont repérés au zonage en fonction de critères qui sont notamment des éléments de bâti traditionnels. Et donc, on pourrait accepter le changement de destination de ces bâtiments qui ne sont plus voués à souvent l'agriculture ou autre, et qui ne sont pas des ruines, attention, en habitat. Sachant qu'une fois que c'est dérogatoire. Alors, attention, le processus, il est un peu complexe. Ces bâtiments-là, qui sont repérés actuellement, ils vont faire l'objet d'une analyse par une commission qui s'appelle la Commission départementale de protection des espaces agricoles, naturels et forestiers, dit CDPNAF, qui est une commission paritaire avec la Chambre d'agriculture, les gens du vin, l'État, des élus, et ils vont étudier pour voir si les changements de destination qu'on propose ne vont pas amener des difficultés dans le futur sur la zone A et N. Ils peuvent très bien en rejeter certains et nous dire celui-là non, celui-là oui, etc. Imaginons que tout se passe. Donc, on a l'ensemble des changements de destination. Il y en a eu à peu près il y en a 58 exactement au niveau de la communauté de communes. Ces 58 passent. Dans le futur, quelqu'un achète un bâtiment qui est repéré. Il peut déposer un permis de construire. Mais attention, la subtilité, c'est que ce permis de construire, il va faire l'objet d'une nouvelle analyse par la CDPNAF. Et la CDPNAF, bien qu'elle l'ait autorisé potentiellement dans le PLUI, elle peut le refuser après. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il vaut mieux être assez prudent et le caractère exceptionnel de ces changements de destination. Et enfin, qu'est-ce qui se passe dans les zones A et N? Si vous vivez dans une zone A et N, que vous avez une habitation qui est donc classée sur une parcelle A et N, vous y êtes avant, bon, mais bien sûr, le PLUI n'interdit pas tout. Il prévoit que vous aurez droit à des extensions limitées. Donc, limité, c'est un pourcentage par rapport à la surface déjà construite. Et aussi le droit à faire, sous certaines conditions, des dépendances. Voilà. Donc, il y a quand même une possibilité pour les personnes qui vivent en zone A et N de continuer à améliorer leur habitation. Enfin, pour finir, et après on passera aux questions, les prochaines étapes, qu'est-ce qui va se passer? On va, d'ici la fin du second trimestre, arrêter le document. Donc, le conseil communautaire va arrêter le document. Ça veut dire qu'on va arrêter de travailler sur le document. On est prêt à le mettre à la consultation. D'abord des communes. L'ensemble des communes du territoire vont nous donner leur avis sur le document. De même, les consultations des personnes publiques associées, donc comme je vous ai expliqué, c'est tout ce qui travaille en termes d'aménagement des territoires et qui sont en lien avec ce territoire-là. Ensuite, il y aura une enquête publique et ce sera la place à vous de pouvoir, les citoyens, donner votre avis sur le document. 1 à 2 mois, donc ce sera sûrement 2 mois vu la taille du territoire, mais ça, c'est les commissaires enquêteurs qui nous le diront. Il y aura la possibilité d'avoir toutes les informations sur le site internet de la communauté de communes ou en mairie. Il y aura des permanences, bien sûr, qui seront affichées, donc des permanences avec un commissaire enquêteur qui sera là pour vous aider. Il y aura aussi la possibilité d'avoir un registre en ligne numérique, donc sur le site de la communauté de communes, une adresse mail, etc. Donc, il y aura plein de façons qui vous permettront de vous exprimer. Et suite à ces consultations à la fois des PPA et des enquêtes publiques, nous, on devra, donc il y aura des réunions de travail avec les élus et nous, les techniciens, pour choisir les éventuelles modifications et on sera dans l'obligation aussi de répondre, bien sûr, si on ne fait pas des modifications, pourquoi. Et in fine, deuxième trimestre 2022, le document deviendra exécutoire, le PLUI sera approuvé
et deviendra le seul document d'urbanisme à l'échelle des 37 communes. Et je vous remercie. C'est le moment où on peut poser des questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Là, je vois qu'il y a des conversations. Vous pouvez vous poser vos questions soit par la caméra, soit par le micro, bien sûr, ou par le chat. Je relayerai votre question. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonsoir. Où est-ce qu'on peut trouver le détail de tout ce que vous avez décrit en termes de zones pour chaque commune? Dès que le document sera approuvé en conseil communautaire, sous arrêté, pardon, je veux finir trop vite au document. Donc, dès que le document sera arrêté, donc d'ici quelques semaines, et ensuite, disons une semaine après, les documents seront en ligne sur le site de la communauté de communes. L'ensemble du PLUI a arrêté, donc il y aura tous les zonages de toutes les communes, toutes les informations. Tant qu'il n'est pas arrêté, on ne peut pas le mettre à disposition. Juridiquement, on n'a pas le droit. D'accord. Alors, il y avait une autre question. Merci. Les documents, est-ce que les documents prévoient l'impact sur les aménagements publics nécessaires? Réseau, oui, bien sûr. Donc, les choix d'aménagement ont été faits en tenant compte, bien sûr, de la capacité des réseaux. C'est une obligation légale. Et bien sûr, derrière, après, les écoles, c'est un autre, mais bien sûr que ça a été... les écoles, la présence d'écoles, etc., notamment sur l'armature urbaine et sur la capacité des territoires à recevoir plus ou moins de population, a été prise en compte. Les documents, je réponds à notre question aussi, les documents en consultation seront les règlements seuls ou ils seront accompagnés des cartes. Il y aura tous les documents, cartes, règlements, l'ensemble des documents, le projet, le diagnostic, le document des justifications des choix, un résumé non technique pour vous aider à comprendre plus facilement le document. Donc, tous les documents obligatoires seront en ligne, en libre consultation. L'enquête publique, s'il y a beaucoup de retours, ça pourra différer la mise en place, la mise en application du PLUI? Alors non, pas forcément. On sera en même, il faudra qu'on y réponde. Donc ça nous prendra un peu plus de temps pour y répondre. Plus il y a de retours, plus il y a de questions, plus on doit prendre un peu de temps pour y répondre. D'accord. Oui, vous pourrez retrouver sur le site de la CDC donc l'ensemble des documents une fois que le document arrêté, et les présentations seront mises en ligne d'ici quelques jours par rapport à ces présentations de réunions publiques. Je répondais à une autre question. Alors, comment un administré pourra saisir le commissaire enquêté pour des demandes de supplément de zonage? Tout simplement, vous avez plusieurs façons de faire. Vous aurez un registre en ligne numérique, donc si vous ne pouvez pas vous déplacer, donc il sera accessible par le biais du site de la communauté de communes, une adresse mail où vous pouvez écrire aussi, ou alors vous rendre en permanence du commissaire enquêteur, où ce sera affiché sur toutes les communes. Je pense que vous avez l'habitude de ces fameux affiches jaunes qui donnera les modalités, les heures, les lieux, etc. Et par courrier postal aussi, si vous voulez. Alors, les logements à reconquérir. Alors, est-ce qu'il y aura des aides financières à cet effet? Il en existe déjà. Il existe déjà des aides financières par le B. Alors,
il y a une opération programmée d'amélioration de l'habitat sur le territoire. Donc, en fonction si on est bailleur ou locataire, on peut avoir des aides déjà pour réhabiliter son logement. Et donc, oui, c'est bien l'idée d'avoir des aides. Voilà. Donc, il y a déjà des choses. Et là, je vous invite, si dès à présent, on peut se renseigner auprès de la comité de communes. Est-il possible de faire une projection entre locatifs et propriétaires? Non. Non, le document, on peut pas. Alors, bien sûr qu'il y a une volonté de continuer à créer du locatif, mais il n'y a pas la possibilité d'obliger dans un document d'urbanisme à produire du locatif et pas du propriétaire. Voilà. Donc ça, on n'a pas l'outil réglementaire. Alors, à part de travailler après avec des bailleurs sociaux, des choses comme ça. Ça sera notamment dans les secteurs d'aménagement. Il est prévu des types d'aménagement où automatiquement, et notamment sur les endroits les plus urbains, les bailleurs sociaux vont intervenir. N'hésitez pas si vous avez des questions. On est là pour y répondre. Alors ça, sinon, c'est le problème, c'est qu'on est trop clair. Alors, la liste pour les changements de destination, oui, elle a été travaillée avec les élus, donc on ne peut pas vous la définir. Mais après, il y aura toujours aussi le moyen, toujours par le biais de l'enquête publique, d'éventuellement de demander l'ajout d'un bâtiment. Alors, il faudra qu'il rentre dans les règles du jeu, donc qu'il soit remarquable, qu'il n'entraîne pas des conséquences négatives par rapport à l'agriculture ou les espaces naturels. Mais si le bâtiment, votre bâtiment, par exemple, si ça vous n'est pas acté, il y a toujours le moyen, par le biais de l'enquête publique, de demander un rajout. Voilà. Si on rentre dans les règles du jeu, ben, après, ça sera étudié au cas par cas. Alors, les réserves pour activité économique de Pian concernent quel projet? Alors, pour le moment, il n'y a pas un projet précis. Hein, c'est la volonté d'avoir des réserves foncières parce qu'actuellement, ce que je n'ai pas dit dans mon exposé, c'est que un gros travail a été fait par les services économiques de la CDC. Et donc, actuellement, dans les zones économiques existantes sur le territoire, et notamment sur le pôle Langonnet élargi, on est à 1 hectare de disponibilité foncière immédiate, c'est-à-dire quasi rien. C'est-à-dire qu'il y a plein de recherches et on est dans l'incapacité de fournir des activités aux personnes qui souhaitent du foncier, aux personnes qui souhaitent se développer alors soit du territoire, qui veulent s'agrandir, soit externe au territoire. Et donc, il a été les zones du Pian, il y aura, bien sûr, ça sera plutôt des zones dédiées à l'artisanat, mais voilà, il n'y a pas un projet encore connu où ces zones sont pourvues, donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, il a fait la connexion sur son téléphone portable. Oui, on n'avait plus rien. C'est pas de la circulation. Et là, il a du monde encore. C'est peut-être chez vous, là, vous êtes où? On est, 5. Voilà, il a 7 personnes.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on arrêtera là. Donc, comme je vous le disais, comme on l'a dit, merci à tous, bonne soirée, merci d'avoir assisté, bon week-end. Et pour finir, les documents seront disponibles une fois le document arrêté sur le site de la communauté de communes. Bonne soirée à tous, au revoir.